Voilà, donc bonjour à tous. On va commencer tranquillement. J'aimerais que vous répondiez à mon petit sondage pour savoir comment vous vous êtes organisés. Alors, en fait, j'ai déjà un peu la réponse, mais comme Classroom parfois me fait des enfin, j'ai avec Classroom, c'est pas facile de savoir qui rend quoi, surtout que là c'est sur 2DS, donc je fais ce petit sondage en plus. Et effectivement, j'ai vu que vous étiez nombreux à avoir fait que la moitié hier et à prévoir l'autre moitié pour aujourd'hui. Ça m'a surpris parce que quand j'avais demandé, sur Discord comment vous voulez vous organiser, vous aviez été plus nombreux à défendre les 2 le même après-midi et quand vous étiez en situation, finalement, vous avez choisi l'autre solution, donc c'est assez intéressant. Voilà, j'espère que ça vous intéresse aussi de le savoir. Alors moi, je suis plutôt content parce que je pense que l'intérêt je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, hein, mais l'intérêt, heu d'accord. Hem, L'intérêt de ces DS à la maison, pour moi, comme j'ai souvent expliqué, c'est que vous êtes plutôt tranquille, plutôt, dans une ambiance, moins stressante que d'habitude. Il y a moins le speed du temps limité et cetera et c'est intéressant d'en profiter. C'est pas un bon entraînement pour le concours, bien entendu, hein, puisque pour le concours, on est en temps limité, c'est stressant et tout, bon. Mais tant qu'à faire, autant en profiter et autant tirer parti, c'est-à-dire en faisant un truc que je trouve important, c'est faire du bon travail, bien répondre aux questions, bien soigner, sa rédaction, bien mettre les justifications, bien se relire, bien prendre le temps de bien faire les choses, parce qu'il faut faire ça. Il faut aussi passer par là, comme ça vous améliorez la qualité de vos réponses, vous savez ce que c'est une bonne réponse. À un moment donné, vous savez ce que c'est et ça va rester quand vous serez dans le stress, hein. D'accord, allez, je publie les résultats du sondage. Donc, vous êtes une majorité, hein, à avoir, divisé en 2, hein, une grosse, grosse majorité. Je l'ai déjà vu, hein, comme j'ai dit. Et s'il y a des gens qui veulent que je corrige leur copie en direct, il faudrait qu'ils me le disent. Moi, j'aime bien faire ces séances de correction de copie, en streaming. Je trouve ça sympa. Je trouve c'est utile parce que j'arrive à vous expliquer mes attendus de façon plus immédiate, je sais pas, plus directe, on va dire. En plus sur une copie, donc on voit bien, enfin vous voyez bien un peu ce qui est fait, comme ça je peux bien vous expliquer ce que j'aurais voulu qu'il soit fait, puis bon voilà. Puis je vous montre aussi ce qui est possible de faire, parce que parfois j'y pense pas. S'il y a pas assez de volontaires, peut-être que, je tirerai des gens au sort et puis je leur demanderai s'ils sont d'accord pour le faire. Parce que peut-être que certains d'entre vous, c'est plutôt, tant qu'on me demande rien, je ne fais rien. Mais si on me demande quelque chose, bon bah allez, pourquoi pas. Voilà et bien entendu, je ne force personne, hein, ce sera sur la base du volontariat, il n'y a pas de souci particulier. Voilà, je vous laisse réfléchir un peu, mais peut-être je reposerai la question demain, d'accord? Peut-être que vous attendez le DS de cet après-midi pour savoir. Alors au programme de la journée, on va faire un autre exercice avec des polynômes, histoire de voir le fait de travailler un petit peu avec ces polynômes. On va avancer le cours et peut-être le terminer, on va voir, hein. Vous me direz ça, enfin on verra ça, et si vous avez des questions comme d'habitude, vous me les posez, hein. Alors je copie, mon exercice 8, le voilà, il arrive. Alors j'ai recopié l'énoncé de l'exercice 7 tout simplement parce que l'exercice 8, c'est comme l'exercice 7, c'est le même chose, hein, c'est-à-dire qu'on cherche un polynôme qui vérifie une équation, fonctionnelle, mais ici l'équation fonctionnelle, vous voyez, c'est P de x égale xp' de x. D'accord? Donc on s'organise de la même façon, donc d'une part P égale 0, hein, je vous rappelle que en je vous remets ça, hein, je vous avais dit hier, quand on cherche un polynôme inconnu, on procède en 3 étapes. D'abord, on regarde son degré, si ça nous donne des renseignements, puis son monôme de plus haut degré, et puis le but ultime, c'est d'en avoir les coefficients comme ceci. Mais on ne fait pas ça tout de suite. On regarde d'abord le degré ou le monôme de plus haut degré. Donc j'ai illustré la première étape hier dans l'exercice 7. Maintenant, bah, j'espère que vous comprenez, vous devinez que je vais illustrer la deuxième étape, hein, d'accord? Alors on y va. Donc pour parler du degré, bah, le problème c'est qu'il faut mettre le polynôme nul de côté. Donc lui, il est bien solution, il n'y a pas de problème, hein. Il est bien solution, voilà. Alors, est-ce que les polynômes constants sont solution? Vous allez voir pourquoi je suis obligé de faire ça. Les polynômes constants ne sont pas solution, d'accord? À part 0, d'accord? Aucun polynôme constant n'est solution. Donc à part 0, bien sûr, hein, à part, le polynôme nul n'est solution. Hein, parce qu'il se donne à ce moment-là, si P n'est pas constant, vous auriez, lambda égale
x fois 0, donc ça fait lambda égale 0, donc à part le polynôme nu, il n'y a pas d'autre solution. Ça va? Vous y êtes? Donc supposons maintenant, supposons P non nul, et surtout degré de P supérieur ou égal à 1. Et j'espère que vous devinez pourquoi je fais ça, parce que dans ce cas-là, je peux calculer le degré de P'. C'est pour ça que j'ai été obligé de faire ça. Alors, pardon, je pose mes notations, posons n égale degré de P. Et à ce moment-là, le degré de P', c'est n-1. D'accord? Donc je vous le mets ici. Ça, c'était fait pour calculer le degré de P'. Voilà. Hein, c'est ce que je fais, hop, ici. Et donc du coup, on a quoi? Bien, on va avoir n égale 1 plus n-1. C'est bon, vous voyez d'où ça sort? Ce n égale 1 plus n-1. C'est intéressant ce que vous dites, Inès, hein. C'est vrai que les DS sont épuisants, hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Moi, je m'en rends compte dans les copies parce que je me rends compte que la fatigue est un élément très important de votre performance. Oui, alors je vous explique ça. Ça, c'est le degré de P de x. Ça, c'est le degré du polynôme x. Ça, c'est le degré de P'. Eh bien, l'un est égal à la somme des autres, hein, puisque de P' de x, voilà. L'un, car on a P de x égale xP' de x. D'accord? Voilà. Donc du coup, bah, ça me donne n égale n, bof. Ouais, bon, c'est pas génial. Donc là, le calcul de degré n'a mené à rien. Ça n'a pas coûté cher, c'est facile à faire, mais ça donne pas d'enseignement intéressant. Alors dans ce cas-là, il y a une astuce, c'est de regarder le monôme de plus degré. Donc le monôme de plus degré, ça consiste à faire, juste un tout petit bout du calcul. Donc on va poser P de x égale, oui, tout à fait, hein. Je l'ai fait ici. On va poser P de x égale an x puissance n plus et cetera, et là je mets des pointillés avec an non nul. Donc c'est ça le monôme de plus haut degré. D'accord? C'est juste, je regarde juste, c'est comme si dans un développement limité, je regarderais juste le terme de plus haut degré. C'est pas un développement limité, mais c'est un peu l'idée. D'accord? Voilà. Donc là, je passe ça sous silence. Alors pourquoi je fais ça? Parce que les calculs sur les monômes de plus haut degré sont très faciles à faire. Ils se font tous de tête. Parce que les termes de plus haut degré, ils se multiplient entre eux, ils s'additionnent entre eux, etc., etc. Donc vous aurez, par exemple, on a P' de x qui est égal à n x puissance n-1. Vous voyez, c'est très facile. Et le reste, c'est 2 degrés plus petit, donc c'est pour ça que je mets des pointillés. Donc, xP' de x qui est égal à n x puissance n plus etc. Et P de x égale P égale xP' de x, eh bien, je peux identifier les coefficients, mais là, je ne vais pas identifier tous les coefficients. Je vais identifier justement ce monôme de plus haut degré. Ça me fait an égale n. D'accord? Et à ce moment-là, on a quelque chose de vachement intéressant qu'on a supposé, c'est que an est non nul. Et ça, je vais l'utiliser. D'accord? Hop, à cet endroit-là. Or, an non nul. Pardon. Donc ça, je vais dire plutôt, ça entraîne n égale 1, car an est non nul. Vous voyez, c'est vraiment très très bien, c'est très commode, ça marche tout seul. Et donc voilà, bah, c'est super, je sais que P est de degré 1, donc je ne vais pas m'embêter maintenant, je vais rapidement finir l'exercice. Posons P de x égale ax plus b, voilà. Et maintenant, j'ai que a et b à trouver, hein, et déterminons a et b. A et b, voilà. Eh bien, on a P' de x égale a, xP' de x qui est égal à ax, et puis P de x qui est égal à xP' de x est équivalent à quoi? Est équivalent à x plus b égale à x, et donc c'est équivalent à b égale 0. Et voilà, j'ai ma réponse, hein, tout à fait. L'ensemble des solutions, c'est donc l'ensemble des polynômes de la forme ax avec a appartenant à R. Je suis dans R de x ou dans K de x, j'ai oublié, mais c'est pas grave, je vais mettre R, voilà. Et donc en fait, c'est simplement vect
du polynôme petit x, ouais, tout simplement. Alors c'est une fonction, n'oubliez pas, hein. Ça là, ça c'est des fonctions, hein. Normalement d'ailleurs, certaines années j'étais très, très pointilleux là-dessus, mais j'ai laissé tomber parce que le concours n'est pas très pointilleux. Voilà, normalement il faudrait écrire ça comme ça. J'aime bien faire ça parce que ça vous rappelle que c'est des fonctions qu'on regarde, c'est pas x que l'on cherche, c'est vraiment la fonction, ax, hein, qui est la réponse à la solution. Donc j'aime bien écrire les choses comme ça, mais le concours fait pas très attention à ça et du coup, ça peut vous bon, voilà, pas vous charger trop, puis en plus, vous risquez de pas comprendre certains énoncés à cause de moi, ce serait dommage. Des questions? Vous pouvez continuer comme ça, hein, il y a plusieurs exercices que vous pouvez faire, j'espère que vous allez reprendre, les exercices, hein, maintenant que vous avez passé le DS. Que vous n'allez pas m'abandonner, que vous n'allez pas abandonner. Quelle étape vous comprenez pas? Heu, Là, c'est juste du calcul, hein. Je calcule P' de x, puis x P' de x. Puis ensuite, je vous rappelle que l'équation que je cherche à résoudre, c'est ça, hein. C'est P de x égale x P' de x. Alors, là, j'ai écrit donc mon polynôme P, donc je l'ai posé, hein, voilà, et ensuite je le dérive. Alors quand je dérive ce morceau-là, bah, ça fait, c'est la dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n moins 1. D'accord? Donc j'ai écrit juste le monôme de plus haut degré, après j'ai mis des pointillés. Puis après j'ai multiplié par x, bon c'était juste pour vous détailler le calcul après, hein, d'accord? Ça va? Et donc du coup, comme je sais que P de x égale x P' de x, je regarde, j'égale juste les termes de plus haut degré, pardon, pas ça, ça et ça. Parce que c'est les coefficients, j'identifie les coefficients, mais juste pour le terme de puissance n, de x puissance n. Ah bah oui. Oui, oui, tout à fait. Voilà, et vous pouvez, un instant, vous pouvez, faire la suite, c'est plus ou moins intéressant, vous verrez ça. Vous pouvez faire les exercices 9 et 10 ensuite. Si vous les cherchez, je les corrigerai volontiers. Voilà. C'est sur le même principe, ça vous fait travailler un peu avec les degrés, les monômes de plus haut degré, c'est pas très compliqué. Vous verrez ça. OK? Allez, j'avance. Alors, on voit maintenant un item, très important sur les polynômes, c'est la recherche des racines d'un polynôme. Alors d'abord, c'est important parce qu'il y a beaucoup de problèmes dont, la solution est la racine d'une équation et souvent, bah, les équations qu'on cherche à résoudre, ce sont les équations polynomiales, d'accord? Donc déjà, en tant que tel, c'est un problème qui est historiquement très important et qui a beaucoup préoccupé les gens. Vous verrez l'année prochaine qu'il y a des problèmes de diagonalisation de matrices qui sont en fait des problèmes de, recherche de racines de polynômes. Il y a énormément de questions qui mènent à une équation polynomiale. Donc en tant que tel, c'est un sujet important, hein. Donc racine d'un polynôme, bon, bah, je pense que vous connaissez ce vocabulaire, hein. On appelle, racine d'une fonction polynôme P à pa donc P de k de x, on appelle racine du polynôme P un élément alpha de k tel que P de alpha égale 0. C'est-à-dire que quand je remplace x par alpha, ça fait 0. Voilà, c'est le principe. D'accord? Bon, vous connaissez bien ça, vous connaissez les racines des équations du second degré, hein. Vous avez un grand morceau de votre cours qui est consacré à ça, puis on l'utilise très, très souvent. Vous avez ce théorème, assez fabuleux qui s'appelle le théorème de d'Alembert, qui dit que si un polynôme est à coefficient dans C, donc non constant, parce que les polynômes constants n'ont pas de racines, enfin sauf s'ils sont nuls, à ce moment-là, il a que des racines, donc je parle d'un polynôme non constant, et bien ce polynôme non constant admet au moins une racine dans C. Tous les polynômes à coefficient dans C admettent une racine dans C. Donc évidemment, les polynômes à coefficient dans R admettent aussi au moins une racine dans C. Donc c'est un théorème qu'il est absolument, hors de propos de démontrer, avec le programme, même un programme de prépa permet pas de même une MP permet pas de démontrer, ce théorème. C'est un théorème qui nécessite des outils bien plus puissants que ce qu'on voit. Néanmoins, il est à connaître parce qu'il fait partie un petit peu de la culture générale. Il faut savoir qu'il y a une solution. Elle existe. Elle est dans C et elle existe. Il faut savoir aussi, c'est très important, j'en ai déjà parlé, mais je crois que c'est le bon moment pour le noter. Hop, c'est plutôt par ici, pardon. Voilà, hein, c'est le bon moment pour le noter. Il faut savoir aussi que, alors pour les polynômes, je vais maintenant étudier les polynômes par degrés.
Donc le polynôme x égale 0, je commence par du très simple, il a une infinité de racines, OK? Tout est racine pour lui, hein, d'accord? Infinité de racines. Un polynôme P de x égale A0, avec A0 non nul, voilà, il n'a pas de racine. On s'en doutait, d'accord? Alors ensuite, pour les polynômes de la forme P de x égale A1x plus A0, pour les polynômes de la forme P de x égale A2x2 plus A1x plus A0, bah là, il y a des racines et on sait les calculer, hein, et on a des méthodes, voilà, et on les calcule à la main, il n'y a pas de problème. Et puis si le degré de P égale 3, degré de P égale 4, c'est pareil, d'accord? Il y a des racines, on sait les calculer. Alors néanmoins, les méthodes sont franchement, pas aimables, donc on les apprend pas par cœur. Moi, je les connais pas, je les ai jamais même appliquées pour vous dire que c'est franchement pas terrible. Mais il y a des méthodes, il y a des formules, hein. On dispose, de formules permettant d'exprimer les racines. On dispose de formules, permettant de calculer les racines en fonction des coefficients. Les racines en fonction des coefficients. Alors c'est comme pour les polynômes de degré 2 et de degré 1 et 2, hein, d'accord? Ça change pas, les coefficients, voilà. Et il faut que vous sachiez que, et je vous l'ai souvent dit, mais maintenant je l'écris noir sur blanc, si le degré est supérieur ou égal à 5, il y a des racines, mais il n'y a pas de formule. Et on a démontré qu'il n'y a pas de formule. Ça, c'est fantastique. On a démontré que on a démontré qu'il n'y a pas de formule. Alors, je vais être précis, hein, bien sûr qu'il y a probablement une formule quelque part, mais qu'il n'y a pas de formule, permettant de calculer les racines en fonction des coefficients, donc il n'y a pas de formule. Alors je vais être plus précis, en se limitant au niveau des symboles, et qu'il n'y a pas de formule avec l'addition, la multiplication, et donc bien sûr la soustraction et la division, hein, c'est sous-entendu, ainsi que les racines, et même les racines énièmes. Racine cubique, racine quatrième, etc., jusqu'aux racines énièmes. Voilà. Si vous prenez comme méthode de base ces méthodes, comme comment dirais-je, calcul de base ces calculs-là, eh bien, il n'y a pas de formule permettant de calculer les racines. Sauf évidemment pour les polynômes les plus simples, hein, bien sûr, hein, sauf cas particulier. Mais en général, il n'y a pas de formule. C'est à savoir. C'est à savoir parce que si vous avez en face de vous un polynôme de degré 7, il faut vous dire, sauf si j'ai de la chance, sauf s'il y a des racines évidentes, des factorisations évidentes, sauf si l'énoncé me met sur la piste, je ne vais pas trouver les racines. Voilà. C'est vraiment une des limitations fortes des mathématiques d'aujourd'hui. Joli théorème qui a été démontré, ce théorème-là dont je viens de parler, joli théorème qui a été démontré par Évariste Galois, enfin c'est lui qui a donné les méthodes permettant de le démontrer. Arriver à démontrer qu'on ne peut pas faire quelque chose, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà, donc ça c'était pour la partie, les racines en tant que telles, c'est intéressant. Mais il y a une autre raison pour laquelle les racines sont très intéressantes, et vous l'avez déjà fréquemment rencontré dans les exercices, c'est que lorsque vous avez une racine d'un polynôme P, alors on peut factoriser P par x moins alpha. Vous avez souvent rencontré ça. À factoriser, il ne faut pas vous méprendre. Lorsque par exemple vous avez P de x égale, je donne un mauvais exemple, hein, x2 plus x plus 1, si vous me dites ah ben oui, mais monsieur, je vais factoriser par x plus 1, et je vais dire que ça fait x plus 1 facteur de x2 plus x plus 1 sur x plus 1, ça, attention, c'est pas factorisé, ça. Hein. D'accord. Ça, c'est pas factorisé. Ne faites pas l'erreur. Hein. Pareil, parfois, quand vous savez pas quoi faire, factoriser par x. Ça vous arrive, je l'ai souvent vu. Pardon. Hein, il y a des gens qui factorisent par x, par exemple, quand ils savent pas quoi faire. Ça non plus. Quand je dis factoriser, il faut que le deuxième terme, là, le deuxième terme qui apparaisse ici, il faut que ce terme-là soit également une fonction polynôme. Ça, c'est pas une fonction polynôme. Et ça non plus, c'est pas des fonctions polynômes. Hein. D'accord? C'est pas une factorisation au sens où je l'entends. Hein. Vous pouvez bien sûr mettre x en facteur, mais c'est pas une factorisation de polynôme. D'accord?
vous le faites par exemple lorsque vous cherchez des limites en plus l'infini, vous mettez un facteur l'infiniment grand dominant, c'est très bien, mais le terme qui va rester, c'est pas des polynômes. Donc ça, faut le savoir. Ok. Alors, pour démontrer ce théorème, j'ai plusieurs méthodes et je vais en faire une que j'aime bien qui utilise l'algèbre linéaire. Alors, donc on va prendre soit P appartenant à, et je vais supposer que je connais quelque chose sur son degré, donc soit P appartenant à Kn de x, et alpha une racine de P. Alors ce que je vais faire quelque chose qu'on fait souvent en algèbre linéaire, c'est que je vais utiliser une base qui est adaptée au problème. Montrons que la famille 1, x moins alpha au carré, etc., etc., x moins alpha à la puissance n est une base de Kn de x. Vous allez voir que quand j'utiliserai cette base pour faire ma démonstration, tout va être super facile. Bon, ben je vous écoute. Comment je démontre que c'est une base? À votre avis? Calcul de rang, système A. Alors, Chloé, comment je calcule le rang? Axel, que va démontrer mon système? Qu'est-ce que je vais démontrer avec le système? Et les autres, vous pouvez répondre encore, hein, si vous avez d'autres méthodes ou si vous voulez répondre aux questions que je viens de poser. Chloé, comment je calcule le rang? Ouliana, la liberté de la famille, oui, je suis d'accord. À quoi va me servir la... Très bien, pas mal, Axel. Je vais faire un peu différemment de ce que vous avez dit, mais c'est très très bien. Et à quoi ça me sert de savoir que la famille est libre? Comment je vais l'utiliser, le fait que la famille est libre? C'est ça que je veux savoir. Bah, bonne question, Alexandre. Cette famille a quel cardinal? Je vous écoute. Quel est le cardinal de cette famille? Il y a combien de vecteurs là-dedans? Parfait. Il y en a n plus 1. Tout à fait. Hein, il y en a n plus 1. Il y a n plus 1 vecteurs dans cette famille. Vous pouvez mettre polynôme si vous voulez aussi, hein, dans cette famille. Or, on sait bien, hein, or, la dimension de Kn de x, hop, est égale à n plus 1. Égale n plus 1. Donc il suffit de montrer, que... Alors au choix, vous pouvez montrer que... il suffit de montrer que la famille est libre avec un système, ou il suffit de montrer que la famille est de rang n plus 1 avec une matrice. Et je vais faire la matrice, parce que je veux vous entraîner à faire la matrice, d'accord? Vous allez voir, c'est pas très dur. Donc il suffit de montrer que cette famille est de rang n plus 1. Par exemple, alors on va le faire à l'aide de la matrice de sa matrice dans la base canonique. Alors vous allez voir, j'espère que vous allez voir que c'est pas dur du tout. On y va. Donc je remets la famille, elle est là-haut, je mets la matrice, elle est en bas. Hein, voilà. Voilà la famille. Voilà la matrice. Je vous écoute. Première colonne. Puis deuxième colonne. Très bien, Axel. Ça fait une matrice triangulaire. Vous avez entièrement raison. Supérieure. Quels sont ses coefficients diagonaux?
tout à fait. Non, les coefficients diagonaux. C'est pas les puissances. Les coefficients, c'est forcément les coefficients. Non, 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 justement. Non, 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 non. Je mets dans la matrice juste les coefficients des polynômes. Je mets que les coefficients. Donc, par exemple, la deuxième colonne, c'est moins alpha 1, 0, 0. Parce que c'est les coefficients ici de mon polynôme x moins alpha. Son premier coefficient, c'est 1, son deuxième, c'est moins alpha. Donc, ce moins alpha, il va être ici, ensuite c'est 1. Voilà, exactement, hein, tout à fait, hein. Donc sur cette, je vais avoir une matrice triangulaire supérieure avec que des 1 sur la diagonale. On peut calculer ces coefficients ici, mais on n'en a pas besoin, donc on ne les calcule pas. Voilà. Donc une matrice triangulaire supérieure sans 0 sur la diagonale, elle est inversible, donc elle est de rang n plus 1. Voilà. Voilà. Hein. Triangulaire supérieure sans 0 sur la diagonale. Vous voyez, c'est vraiment très facile, hein. Très, très commode. Et en fait, ce qui a fait marcher l'affaire, je le dis à l'oral et je l'écris surtout pas, ce qui a fait marcher l'affaire, c'est que ma famille de polynômes, elle était ce qu'on appelle échelonnée en degrés. Donc il y avait 1 degré 1, 1 degré, 1, pardon, 1 degré 0, 1 degré 1, 1 degré 2, etc. jusqu'à 1 degré n. Hein, c'est ce que Axel avait bien remarqué, le système sera échelonné. On peut écrire le système, mais je trouve que c'est un peu longué à écrire le système, alors que la matrice, franchement, une fois qu'on a compris, elle est vraiment facile à écrire. Ça va, des questions? Voilà, et bien maintenant je vais terminer ma démonstration de mon théorème. Alors P s'écrit donc dans cette base, cette nouvelle base. Le coefficient est bien moins alpha, hein, parce que c'est le polynôme x moins alpha. Donc P s'écrit dans cette base, il s'écrit, alors je ne connais pas les coefficients, c'est pas vrai, je les connais les coefficients, je les connais même très 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 bien, mais pour le moment on ne les connaît pas. Voilà, donc ça s'écrit comme ceci. Voilà, plus lambda n x moins alpha puissance n, hein, avec les lambda des scalaires, hein, pour le moment inconnus. Voilà, appartenant à k puissance n plus 1. Et puis, donc ça c'est juste que le polynôme c'est un polynôme, donc il s'écrit là-dedans, voilà, point barre. Et puis, je sais que p de alpha vaut 0. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, que P de alpha vaut 0? Eh bien, ça veut dire que lambda 0 égale 0. Voilà, tout simplement, puisque quand vous remplacez x par alpha ici, ici et là, tous ces termes-là s'éliminent, parce qu'ils valent 0. Par contre, lambda 0, il reste. Je sais que lambda vaut 0, 0 vaut 0. Donc, et regardez, c'est vraiment très, très facile, c'est déjà terminé. Je vais avoir lambda 1 x moins alpha, plus lambda 2 x moins alpha au carré, plus etc., plus lambda n, x moins alpha puissance n, c'est ce que je voulais démontrer, puisque maintenant, je vois très très facilement que je peux mettre x moins alpha en facteur, et voilà, d'accord? Et voilà, et là, lambda n, x moins alpha puissance, alors désolé, je vais le réécrire, mais c'est x moins alpha puissance n moins 1, d'accord? Voilà, et donc, voilà, le polynôme q de x dont je parlais il y a un instant, ça c'est q de x. Q de x appartenant à, donc c'est un polynôme de degré n-1, d'accord? Voilà, ce truc-là. Voilà, ma démonstration est terminée. Alors, elle est bien cette démonstration, moi je l'aime bien, parce que je trouve qu'on voit bien la mécanique de l'algèbre linéaire à l'œuvre, hein, on voit bien l'intérêt de faire tout ça. Elle a un petit défaut, c'est qu'en fait, elle ne vous dit pas vraiment comment calculer ce polynôme q de x, d'accord? Je vais vous donner un exemple. Hop. Voilà, par exemple, si vous prenez le polynôme p de x égale x4 moins 4x3 plus 2x2 moins x plus 1, comme ça, eh bien ce polynôme-là, sauf si je me suis trompé dans mon calcul mental, je me suis trompé, moins 3
plus 2, ça fait -1, -1. Hop, je vais faire plus 2, voilà, comme ça, ce sera mieux. Voilà, ce polynôme-là, sauf si je me suis trompé dans mon calcul, il s'annule en 1. D'accord? On a P de 1 qui vaut 0. Alors maintenant, concrètement, comment mettre en facteur x-1? Et c'est pas forcément une partie de plaisir. Est-ce que vous me proposez, des méthodes là? Qu'est-ce qu'on va faire ici pour mettre en facteur? Vous pouvez m'en proposer 2, il y en a 2 que vous maîtrisez. Donc la question, c'est comment je mets en facteur? Comment je vais trouver le polynôme qui est ici? Le machin avec x3, x2, x et 1. Je vous écoute. Identification de quoi? Qu'est-ce que j'identifie là? Parce que j'ai que x-1. Vous me dites identification, mais vous me dites pas, comment vous démarrez. Vous me dites comment vous terminez. Mais il n'y a pas de coefficient, donc en fait, on pose des coefficients, c'est ce que vous devez vouloir dire, j'imagine, hein? Voilà, hein, tout à fait. Donc on va poser des coefficients ax3 plus bx2 plus cx plus d, d'accord? On développe. On va pas le faire, hein. On identifie et on trouve A, B, C, D. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une autre méthode à me proposer? Il me semble que c'est, je n'arrive pas à me souvenir qui m'avait montré ça. Vous connaissez ça? C'est pas Lina qui connaissait ça par hasard? Elle n'arrive pas à me souvenir. Non, vous en connaissez pas une autre? Shana peut-être? C'était dans Je me souviens que c'était dans ce coin-là de la classe, alors c'est pour ça que je me souviens d'elle. Non, pas de, pardon. Bon, bah, très bien. Il y a une autre méthode qui s'appelle, la division euclidienne de polynômes, la division de polynômes, que certains d'entre vous ont pas vraiment peu d'entre vous, hein, mais certains ont peut-être fait en spé maths au lycée, qui est une méthode absolument fantastique. J'avoue que j'ai pas le temps de vous la montrer. On aurait été en classe, j'aurais eu un peu de temps, mais là, je vais pas avoir le temps. Qui est très, très bien, mais bon, celle-ci est très, très bien aussi. Alors pourquoi elle est très bien? Elle nécessite de un peu beaucoup écrire, je trouve, mais par contre, elle est d'une facilité, enfin, c'est impossible de faire une erreur, quoi. Faut être épuisé, faut être au bout du rouleau pour faire une erreur là-dedans, hein. Donc pour ça, elle est très bien. OK, j'avance. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a plusieurs racines? Eh ben, c'est pas très, est-ce que je vais avoir le bon endroit? Voilà. Quand on a plusieurs racines, donc vous avez P de X, OK. Alors je fais, c'est juste pour l'écrire quelque chose en réalité, hein. Voilà, plus, pof, 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 plus, à 0. Alors on va supposer donc que P a petit p racines distinctes. D'abord je vous explique le corollaire et ensuite vous me direz s'il y a besoin de faire une démo. Donc, il a P racines distinctes, hein, d'accord? Elles sont Alors comment on peut faire? Eh bien à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est que comme α1 est racine, je peux faire x moins α1 fois ici q de x, hein, car α1 est racine. Bon, alors ensuite, eh bien, on a P de α2, c'est A n-1, oui. Hop, hop, voilà. On a P de α2 qui vaut α2 moins α1 q de α2 qui vaut aussi 0. Mais, et ça c'est important, j'ai supposé les racines distinctes. α2 est différente de α1. Donc, eh bien, j'ai donc q de α2 qui est égal à 0. Et donc je peux mettre x moins α2 en facteur de q de x. Donc, q de x égale x moins α2 r de x. Etc., 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 etc. Hein. Ainsi, je viens de faire que p de x égale x moins α1, x moins α2 r de x, et on continue. Alors, c'est pas vraiment une démonstration parce qu'en fait, je vais pas le faire. Là, je vais juste mettre et on continue comme ça. C'est pas assez formel pour que j'appelle ça une démonstration, mais j'espère que vous comprenez le principe, hein, et on continue. OK?
Et donc on arrive à, alors P de x égale x moins alpha 1, x moins alpha 2, etc., jusqu'à x moins alpha indice P fois S de x, avec S un polynôme, fonction polynomiale. Donc j'ai factorisé par, etc. Ça va? Donc j'appelle pas ça une démonstration Axel parce que je trouve que c'est pas assez formel. J'espère que je vous ai expliqué le principe. Le principe de ce corollaire, c'est simplement de dire on recommence, on met en facteur pour chacune des racines que l'on a. Et à chaque fois, j'ai un polynôme ici qui va rester, c'est toujours un polynôme, toujours un polynôme, toujours un polynôme, jusqu'à ce que j'ai mis en facteur tous mes x moins alpha avec toutes mes racines alpha. Voilà, c'est juste le principe. Mais ce petit corollaire a une conséquence vraiment très importante, c'est que je peux calculer le degré des deux côtés. Et si je calcule le degré, donc je vais supposer P non nul, donc dans le cas P différent de 0, bien sûr, parce que si P égale 0, j'ai pas de degré à faire. Donc si, dans le cas de P différent de 0, qu'est-ce que ça va faire? Je vais avoir que le degré de P, ça va être égal à, bien, là j'ai un polynôme de degré petit p, donc P, petit p, plus le degré de S. S qui est non nul aussi, d'accord? Parce que si S est nul, P est nul. Donc voilà, donc S est non nul, je peux calculer son degré. Donc tout va bien. Et donc j'en déduis quelque chose qui a l'air un peu banal, mais qui est super utile. J'ai que petit p est inférieur ou égal au degré de grand P. Et regardez, je viens de vous démontrer en quelque sorte le théorème 4,5. Alors, c'est pas un théorème, c'est un corollaire, parce qu'il n'y a pas de démonstration, mais il est tellement important que je l'ai appelé théorème, parce que vraiment, c'est vraiment pour le mettre en évidence. Si P est un polynôme non nul, de degré inférieur ou égal à n, alors il admet au plus n racines. Le nombre de racines de P est toujours plus petit que son degré. Donc si je sais qu'il est de degré plus petit que n, eh bien à ce moment-là, il ne peut pas avoir plus de n racines. C'est vraiment un résultat absolument essentielissime sur les polynômes. Vous le saviez déjà, mais vous voyez que ça se démontre assez facilement lorsqu'on avance tranquillement dans le cours. D'accord? Je ne mets pas de démonstration pour ce théorème, j'espère que vous voyez que c'est une... remarquez si, allez. Par contre, je vais le faire... je le fais ici. Voilà. Donc, je fais une espèce de démonstration du théorème 4,5. Quand même, il est important. Démonstration 4,5. Eh bien, soit R, le nombre de racines distinctes de P, soit R, le nombre de racines distinctes de P, voilà. Vous avez, de grand P, vous avez que R qui est inférieur ou égal au degré de P, et le degré de P est inférieur ou égal à N, voilà, c'est tout, c'est fini. R est inférieur ou égal à N. OK? Et du coup, il y a un corollaire absolument essentiel. Alors attention ici, n'oubliez pas, ici, P est non nul. P n'est pas le polynôme nul, d'accord? Parce que je parle de son degré. Vous avez fait attention à ce détail. C'est dans le théorème, vous l'avez sous les yeux, c'est dans le théorème. Donc du coup, imaginez que vous ayez un polynôme, c'est mon corollaire suivant, imaginez que vous ayez un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Et puis vous arrivez à montrer qu'il s'annule n plus une fois. Ça peut arriver, peut-être que vous arrivez à... Voilà. Vous trouvez n plus une valeur où il s'annule. D'après le théorème précédent, il y a un souci. S'il est de degré plus petit que n, il ne peut pas avoir plus de n racines. Ah ben si, il y a un cas où ça marche, c'est le seul cas, c'est le seul cas où ça marche, c'est si P est le polynôme nul, c'est-à-dire si P a une infinité de racines. Voilà, d'accord? Donc c'est mon corollaire. Okay, ça va, ça roule? J'ai pas de questions, donc j'imagine que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Et encore un corollaire qui
tout ça, ça peut vous sembler un peu très, très proche, mais c'est très proche. Mais chacune des façons de dire les choses est intéressante. Oui, bien sûr, pas de problème, hein. Je passe au corollaire suivant. Deux fonctions polynômes sont égales en un nombre infini de points si et seulement si leurs coefficients sont égaux, en fait. Alors c'est très simple, mais j'aime bien détailler la démonstration de ce corollaire 4-7, parce qu'il vous montre un petit peu que j'avais besoin de faire tout ce qui était avant pour en arriver là. Donc démonstration du corollaire 4-7, comme ça. Alors on a P et Q, deux fonctions polynômes. Donc on a dit égal en une infinité de points, hein, égal en une infinité de points. Bon, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, hein, que P de x moins Q de x égale 0 admet une infinité de racines, une infinité de solutions. Bah donc, le polynôme P moins Q a donc une infinité de racines. Bon, ben ça veut donc dire, c'est d'après le corollaire précédent, d'après tous les blablas que j'ai fait, hop, P moins Q égale 0. Voilà. Donc P égale Q. Avec le corollaire précédent. Alors ce théorème-là, vous l'avez déjà utilisé, vous l'utilisez très souvent. Je ne sais pas si vous en étiez rendu compte. Vous l'utilisez très souvent parce que, par exemple, il nous est arrivé parfois dans des exercices avec des suites, on avait, on a eu un truc comme ça, on a eu pour tout n appartenant à grand N, un truc du genre, j'invente un peu, hein, mais on avait eu ça par exemple, hein, d'accord? Plus, B plus Cn, moins C égale n carré plus n plus 1, voilà. Et en exercice, on a fait toc, on a identifié les coefficients. A plus B égale 1, B plus C égale 1, moins 1, moins C pardon, égale 1. D'accord? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a fait ça. Eh bien, en fait, normalement, d'après le cours, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce qu'il faudrait ici, il ne faudrait pas avoir N, il faudrait avoir R. Ou il faudrait avoir C. Vous y êtes? Hein, on n'a pas dit que ces deux fonctions polynômes étaient égales, on a dit qu'elles étaient égales sur l'ensemble des entiers, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais en fait, grâce au corollaire que je viens de voir, c'est bon, puisque ces deux fonctions polynômes sont égales en une infinité de points. Et donc là, on peut identifier les coefficients, hein. Deux fonctions polynômes, je l'écris en long, même si vous oubliez de l'écrire, c'est pas très grave, mais j'aimais bien vous montrer qu'il n'y a pas de problème. Deux fonctions polynômes égales sur une infinité de points, égales en une infinité de points, ici n, hein, ont des coefficients égaux. Voilà. Voilà. Et puis ensuite, grâce à ça, on peut trouver les coefficients. Donc c'était juste pour... j'ai fait tout ça juste pour attirer votre attention sur ce point-là. Je continue et je vais pas terminer le cours, c'est pas grave, je vais peut-être faire un exemple, on va voir ça. Je continue et je voudrais vous expliquer un élément important et le résultat, il y a un résultat difficile sur ces sujets-là qu'on fera demain. Attendez, je vous remets ça, voilà. Alors, ça suffit pas de savoir que alpha est racine de P. C'est bien, c'est utile. Je sais que je peux mettre x moins alpha en facteur, mais souvent, ça ne suffit pas. Alors, ça devrait vous rappeler des souvenirs, peut-être, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez fait souvent, vous avez peut-être trop utilisé la calculatrice pour cela, mais je voudrais faire un parallèle avec la factorisation des entiers.
Par exemple, 108, vous savez que j'espère que tout le monde voit bien que 108 est divisible par 2. Mais souvent, ça suffit pas de mettre juste 2 en facteur. Ce qu'on voudrait, c'est mettre 2 en facteur autant que possible. Donc là, par exemple, on va dire que c'est 2 au carré fois 27. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre encore 2 en facteur une nouvelle fois? Ben non, parce que 27 n'est pas un nombre pair, donc je m'arrête là. Donc j'ai mis 2 en facteur au carré le maximum. Puis après 27, ben 27, qu'est-ce que je pourrais mettre en facteur? Je pourrais mettre en facteur 3. Puis en fait, non, je veux le faire au maximum. Donc à la fin, j'aurai, voilà. Alors ça, c'est beaucoup plus utile. C'est beaucoup plus pratique de dire que 108, c'est 2 au carré fois 3 au cube. Vous connaissez ça? Ça va? Ça porte un nom, ce que je viens de faire? Ceux à qui ça rappelle des souvenirs? Ou alors vous connaissez, vous avez oublié? Non? Pas de souvenir? Ah, je crois que je vous ai perdu. Ah vraiment, non. Non, ça vous rappelle rien, c'est vrai. Ah, alors là, j'avoue que je connais pas assez les programmes de collège et de lycée pour savoir quand vous l'avez fait, mais je suis presque sûr que vous l'ayez fait. Alors effectivement, Manon, on l'utilise pour calculer les PGCD. C'est l'exemple que je vais donner dans la suite là. Les PGCD et les PPCM. Ah d'accord. Non, moi je pensais simplement à écrire un nombre, quelconque comme produit de nombres premiers. Hein, vous pouvez prendre n'importe quel nombre, alors qu'est-ce que je pourrais prendre? 2020 par exemple, c'est pas très original. Voilà, et en fait, on va l'écrire comme produit de nombres premiers. Donc on met 2 en facteur autant que possible. Donc là, j'imagine que ça doit faire 4 fois, 505, voilà, par exemple. OK. Puis après, je vais dire que c'est 4 fois 5 fois 101. Donc enfin, c'est 2 au carré fois 5 fois 101. Et puis je crois que 101 est un nombre premier, donc voilà. Donc j'ai terminé. D'accord? Ça vous dit rien? Oui, non, sans réponse? Ouh! Ah d'accord. Ah, vous saviez pas ça? Ah, c'est vraiment c'est dommage parce que, on l'utilise, ouais, ouais, d'accord, merci Kylian. D'accord, ben je le serai pour les années à venir, parce que pour moi, c'est quelque chose d'assez acquis et donc ça, c'est très utile parce que si vous savez faire ça, eh bien pour, trouver les dénominateurs communs, par exemple, alors un dénominateur commun, ça s'appelle un PPCM, c'est le plus petit multiple commun, PPMC, plus petit multiple commun et on voudrait savoir ça, beh, il y a une façon très simple de le faire. Par exemple, là, je vais dire que donc c'est 4 fois 27 et là, c'est 4 fois 5. Et les dénominateurs communs, bah, je le devine, ça va être 4 fois 5 fois 27. Voilà, d'accord? Parce que c'est un multiple, 4 fois 5 fois 27, c'est évidemment un multiple de 4 fois 5, c'est un multiple de 4 fois 27, bon ça paraît tout à fait évident, hein, écrit comme ça. Et puis c'est certainement le plus petit, puisque là j'ai multiplié par 5, c'est multiplié par 1, 2, 3, 4, ça va certainement pas être bon, d'accord? Par contre par 5 c'est bon, donc c'est sûr que c'est le plus petit. Puis là pour la même raison, hein, d'accord? Et comme ça au numérateur, je vois ce que je peux mettre, je vais mettre 5 plus 27. Voilà. Et donc ça me fait, c'est bon, je me suis pas trompé, 32 sur, 4 fois 5 fois 27, voilà. Et puis ensuite, bah, je peux continuer grâce à ma décomposition à faire mes divisions, donc ça va me faire du, 8 sur 5 fois 27 et là je sais que, toujours grâce à ma décomposition, je sais que j'ai réduit ma fraction est irréductible. Ah c'est marrant, je suis intéressé de savoir que vous ne connaissez pas ça, parce que moi personnellement j'ai appris ça, j'ai dû apprendre ça à l'époque, on apprenait ça au collège, hein, je pense. Au collège, hein. Quand je suis arrivé au lycée, je connaissais déjà ça. J'apprenais ça au collège. Vous, maintenant, on vous apprend à utiliser les calculatrices, hein, donc on a remplacé cet apprentissage. Non, ça n'a rien à voir, Kylian, hein. C'est vraiment l'enseignement des mathématiques qui a beaucoup changé. Vous êtes probablement l'élite, ça j'en doute pas du tout.
Mais du coup, on ne vous apprend plus ces choses-là puisque les calculatrices vous font le travail. Moi, je trouve que c'est pas une bonne chose. D'ailleurs, on y revient, l'enseignement des mathématiques est en train de changer à nouveau, dans une autre direction. Je trouve parce que ça au quotidien, c'est embêtant, quoi. Il y a calcul mental, on fait souvent au quotidien. Voilà, et donc on peut terminer, ça fait 8 sur 135. Bien, et bien c'est pour faire un parallèle avec ça on peut faire la même chose avec des polynômes. Donc par exemple, si vous avez 1 sur x2 moins 1, je prends un exemple très simple sur 1 sur x plus 1 comme ça, eh bien si vous avez envie de faire un calcul fractionnaire, vous pouvez faire ça. Donc je mets en facteur le premier, plus 1 sur x plus 1, et je vois très très vite ce que je vais faire comme calcul. Je vais tout réduire au même dénominateur. Attendez, le numérateur, je ne connais pas, on va le faire dans un instant. Mais le dénominateur commun, je sais que ce sera x plus 1, facteur de x moins 1. Voilà. Hein. Donc lui, je ne le change pas, et lui, je l'ai multiplié par x moins 1. Donc là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que la factorisation peut être très très utile, la factorisation ici. Mais comme ici, vous voyez, là, la factorisation, il faut que je connaisse les puissances. Donc là, il faudrait que je connaisse les puissances si je suis capable de les calculer. Donc c'est l'objet de la suite. Hein. Hop, c'est parti. Donc je reviens à ma définition 4.8. Je vais parler maintenant de l'ordre de multiplicité. Donc attendez, je vais d'abord vous l'expliquer, puis je reviens à ma définition. Donc l'ordre de multiplicité, c'est que quand vous avez P de x qui est égal à x puissance 4, je donne un exemple au hasard, voilà, moins 2x2 plus x toc toc moins 2, par exemple. OK. Donc là, je vois que 1 est racine. Donc je vais mettre x moins 1 en facteur. Donc là, bon, je suis embêté parce que j'ai pas fait la suite. Mais voilà, bon, je sais que ça va faire un polynôme, je le fais pas. Hein. Ça fait ça, voilà, puis il faut compléter ici. Et la question, c'est est-ce que 1 est racine de ça? Auquel cas, je peux continuer. Je vais faire x moins 1 au carré, facteur de x2 plus, etc., etc. Voilà, et puis là, je sais pas, j'aurai un plus 2, j'imagine. OK? Un moins 2, pardon. Si oui, voilà. Alors sinon, si 1 est pas racine, j'aimerais bien avoir une autre racine. Mais tant que 1 est racine, je continue à x moins 1 facteur. C'est ce que j'essaye de vous dire. C'est-à-dire je garde la même racine, j'en change pas, et j'essaye de voir ici la puissance que je vais arriver, là, est-ce que je vais pouvoir continuer encore et encore et encore. Voilà, c'est ça l'idée de l'ordre de multiplicité. C'est que je le mets en facteur autant que possible, et quand je peux plus, quand j'ai atteint le sommet de la puissance, eh bien ce nombre-là s'appellera l'ordre de multiplicité. On y va, je regarde ma définition. Ah, donc, soit P un polynôme non nul, alpha est racine d'ordre au moins R, si et seulement si, je peux mettre x moins alpha puissance R en facteur. Mais c'est d'ordre au moins R. C'est d'ordre exactement R, c'est ici. Si et seulement si, je peux mettre x moins alpha puissance R en facteur, mais pas x moins alpha puissance R plus 1. C'est le plus grand entier R tel que je peux mettre x moins alpha puissance R en facteur. Et à ce moment-là, R s'appelle l'ordre de multiplicité de la racine alpha. D'accord? Si j'ai une racine, je peux avoir une racine simple ou une racine multiple. Une racine simple, c'est quand je peux mettre juste x moins alpha en facteur, mais pas x moins alpha carré. Donc ça, c'est une racine simple. Et si je peux mettre x moins alpha carré en facteur ou plus, eh bien, ce sera une racine multiple. Il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas avancer plus. Je vais continuer dans mes explications. Je vous propose un petit exercice très très bête, très très simple, d'apparence un peu bêta, mais que je trouve très très formateur. Je vais vous faire ici le graphe d'une fonction polynôme. C'est parti. Voilà. Combien de racines vous voyez? Donc au moins, hein. Et surtout, est-ce que vous pouvez me parler de leur ordre de multiplicité? Donc vous me dites 4 racines, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. 4 racines, ici, on va dire alpha 1, alpha 2, ici alpha 3, et là alpha 4. Il y en a peut-être ailleurs sur mon graphe, mais au moins 4. Je suis d'accord.
Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur l'ordre de multiplicité de alpha 1? Je commence à écrire, mais il y aura peut-être une puissance à mettre ici, hein, d'accord? On va voir, hein. Alors, ça se passe comme ça, hein. Là, il me faut une puissance, donc je vais mettre un point d'interrogation, on va en parler. Et puis là, attention, R de alpha 1 est différent de 0. Parce que justement, je ne peux pas mettre alpha en facteur de R, hein, c'est l'idée, hein. Donc la question que je vous pose, moi, c'est qu'est-ce que je vais mettre en puissance à votre avis? Oui, alors tout à fait. Vous avez raison, hein, bien sûr, hein. Donc il y a x moins alpha 1, x moins alpha 2, x moins alpha 3, x moins alpha 4. C'est ça que vous voulez dire, Alix, hein? Vous avez raison. Pour le moment, je me concentre sur alpha 1. Je fais une sorte de zoom. Je zoome ici autour de alpha 1, comme ça. À votre avis, quelle est la puissance? Vous pouvez répondre à la question, hein. Vous pouvez répondre à la question. Vous pouvez deviner la réponse. Vous pouvez même me donner un début de justification. À quoi ressemble à quoi ressemble le graphe de P autour de alpha 1? À quelle fonction ça ressemble? Tout à fait. Ah non, pas du x2, hein, je suis pas d'accord, hein. Vraiment, c'est une fonction affine, je suis tout à fait d'accord. C'était volontaire, hein. Non, 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 pas moins x2 plus constante, je suis pas d'accord, hein, c'est bien du ax plus b, hein, donc c'est bien d'une fonction affine. Et ben regardez, là vous avez P au donc c'est autour de alpha 1, hein, au voisinage de alpha 1. Donc je mets une puissance, mais je vais l'effacer, vous inquiétez pas, c'est juste pour vous expliquer. Au voisinage de alpha 1, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ça qui va être équivalent à R de alpha 1, x moins alpha 1 puissance A. Et donc vous devinez la puissance A comme ça, vous devinez que A égale 1. D'accord? Parce qu'en fait, quand vous faites un zoom, vous avez ça ressemble à une fonction affine, voilà, ou pas forcément, mais l'allure de la courbe autour de la racine vous donne justement la puissance. Et donc ça, c'est vraiment génial. Ça vous permet de prédire le comportement, l'allure du graphe, en fait. OK? Donc c'est bien une fonction affine. J'espère que vous devinez que alpha 2, alpha 4, c'est pareil. Est-ce que vous pouvez me prédire quelque chose en alpha 3? En alpha 3, est-ce que vous avez une idée pour l'ordre de multiplicité? Non, je pense pas qu'on puisse dire 2. On peut pas dire exactement 2. Là, il faudrait vraiment faire un super zoom et voir quelque chose. Par contre, vous pouvez dire que l'ordre, il est... Alors, c'est au moins 2, d'accord, je veux bien, mais on peut pas dire que ce soit exactement 2. Ouais, au moins 2, mais moi, je pense qu'on peut dire simplement qu'il est pair. C'est tout. D'accord? C'est 2, 4, 6. En tout cas, ça ressemble à une espèce de parabole, mais vous savez, x puissance 4, ça ressemble aussi à une parabole. D'accord? Donc là, on va dire quelque chose de la forme de puissance, je sais pas, 2R par exemple. OK? Voilà. Donc vous voyez, c'est intéressant, ça se voit bien. Je profite de ma dernière minute. Bah, c'est pareil, c'est toujours cette idée de je fais un zoom, je regarde autour et à quoi ça ressemble? Eh bien, ça va ressembler à, hop, comme ça, voilà, hein, une espèce de fonction, c'est du x carré ça, c'est du moins x carré ou du moins x4, d'accord? À peu près. Et donc ça me fait bien P de x équivalent à x moins alpha 3 puissance 2R fois S de alpha 3. Attention, j'ai bien utilisé non nul, hein. C'est pour ça que je parle d'équivalent, hein.
Non, je parle pas d'équivalent, c'est donné 0. Alors, il faudrait que je vous pose la question, mais on va pas, au tableau, enfin, je vous vois pas là. Qu'est-ce que ça donnerait si l'ordre de multiplicité était impair? Eh bien, ça ressemblerait à une fonction x au cube. Donc par exemple, vous auriez un truc comme ça. Voilà. Allez, j'ai fini pour aujourd'hui. Demain, des démonstrations un peu grosses et puis on aura terminé le chapitre, on passera à des exercices. Je suis toujours dans le coin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des volontaires pour que je corrige leur copie, il est temps de se faire connaître, ou demain. Demain, plutôt demain. Plutôt demain, comme ça vous aurez tout fait, tous. Voilà, bon courage.